2023, c'est fini. Et on commence 2024 en beauté avec un film. Et comme nous, on adore le cinéma, on va commencer par un film Netflix, évidemment. Mais il est sorti au cinéma, non, je crois. Il est sorti dans un cinéma En Uruguay. Seine-et-Marne, je crois. Non, je crois qu'il a fait la Mostra de Venise, donc il a déjà été diffusé. Le dernier film de Juan Antonio Bayona, eh bien, Le Cercle des Neiges, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? En une petite phrase, Nono. En une phrase pour résumer le film, je dirais qu'il y en a au moins un qui n'a pas explosé en vol. Oh, ok, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Non plus. Ça commence Un bien. film qui n'a pas explosé en vol. Les gars, concentrez-vous. Non, on n'a pas l'habitude que tu sois pas malade. Voilà. C'est bon, zone de confort revenue. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une catchphrase dans ce film. Au départ, j'avais La Reine des Neiges, mais J'ai failli, là. je trouvais que ça ne servait pas le propos du film. Bien sûr. Du coup, pour servir le propos du film, j'avais Les Jambons de Bayona. Oh. Et après, je me suis dit que c'était totalement ridicule de faire des vannes sur la nourriture Oui. et que c'était pas à la hauteur de la puissance intellectuelle, évidemment, de cette émission. J'ai donc préféré y substituer le titre d'un film d'Agnès Jaoui des années 2000, Oh. Le goût des autres. Oh, pas mal, pas mal. Et moi, c'était, vous savez que j'aime pas trop Ridley Scott, mais je me suis quand même inspiré de lui pour le titre. C'était Seul sur Maps. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Bon, ce film de Juan Antonio Bayona, alors on le rappelle, évidemment, Nono, tu connais par cœur sa filmographie, mais pour ceux qui la connaissent Bien pas, entendu. bien sûr, un film au hasard. Un Exactement. il a sorti un espagnol, tout à fait. Non, il a fait L'Orphelinat, c'était son premier film. En fait, c'est simple, il a fait 5 films. Ensuite, je vais commencer par les 2 premiers que je n'ai pas vus. Donc, L'Orphelinat, super film. The Impossible, qui apparemment est son meilleur film. Et malheureusement, Tu l'as je l'ai pas vu Et non. Ah, bah alors voilà. Ah, mais moi, quand on me dit que c'est impossible, je ne le fais pas. C'est si impossible. Ah oui, c'est vrai. C'est Il est The Impossible. incroyable. The Apparemment, il est Impossible, génial. mais Vraiment. Pas vu non plus. Apparemment, c'est son meilleur film. Voilà. Après, je vais passer sur les films que j'ai vus de lui. Il a Eh fait ben, j'étais sûr que tu avais vu cela parce qu'en fait, il a divisé sa carrière en deux, c'est-à-dire des films plutôt d'auteur et puis des films plutôt de studio. Non, Du coup, tu as vu ceux de C'est de studio en tant studio. que fan Non, de marketing. mais il a n'importe quoi parce que je considère que Quelques minutes après minuit, c'est plus un film d'auteur quand même. Pas vu. Et ben voilà, et ben il est très bien. Franchement, ça se passe autour de minuit 10, pour être exact. C'est un super Ça film. se Non, termine à minuit. non, pour être sérieux, c'est un film qui est une métaphore de la maladie, tout ça. C'est un film fantastique. En fait, comme toujours dans sa filmographie, Juan Antonio Bayona, il va se servir du fantastique ou en tout cas de la sortie de l'ordinaire pour parler de ses personnages. C'est ce qu'on va faire avec Le Cercle des Ce qui Neiges. n'est pas du tout le cas de la plupart des autres réalisateurs de Non, mais choisir des péripéties pour raconter des histoires. non, mais À lui, l'exception peut-être de Sofia Coppola. non, mais il va vraiment creuser ces personnages. Enfin, je veux dire, avec The Impossible, qui est quand même un film catastrophe. En tout cas, c'est sur le début. Il va quand même plutôt se concentrer sur le couple. Le film fantastique, Quelques minutes après minuit, qui a été un peu vendu comme un film avec un gros monstre. Et en fait, non, il parle plutôt de la maladie. En fait, c'est Alors toujours. attends, je vais aller le voir parce que on te l'a vendu un gros monstre. Moi, j'aime bien caler les gros monstres. Moi, je suis un Godzilla fil. Ça, c'est un film pour moi. Exactement. Un peu déçu. Tu l'aurais noté combien du coup ce film sur 5? Phase terminale sur 5. Exactement. Et il a fait mon Jurassic World préféré. Fallen Kingdom, je trouvais que c'était le plus intéressant en termes de cinématographie. Il est aussi passé par la case série télé puisqu'il a réalisé les 2 épisodes pilotes des Anneaux de Pouvoir, la série non, c'est vrai. Seigneur des Anneaux. Et oui, très très bien, moi j'avais adoré. Je sais que ça divise, mais moi j'avais beaucoup Moi aimé. aussi, j'ai beaucoup aimé. Et il revient avec Le Cercle des Neiges, voilà son 5e film. Je crois qu'on les a tous cités à peu près. Et là, on a une proposition intéressante. En VO espagnol au final, et ça c'était ma première surprise. Je pensais qu'il tournait au final plus que des films en américain, et non. Et c'était. Je crois que justement, il a dit qu'il avait apprécié, en fait, qu'il a gagné ses lettres de noblesse avec Hollywood et quelques films dans lesquels il était un réalisateur au service, exercice qu'il a que moyennement apprécié dans les interviews que j'ai pu lire, et que du coup, il appréciait d'autant plus la liberté retrouvée et que c'était un peu un souffle, une énorme respiration dès le premier jour de tournage de pouvoir se retrouver sur un plateau et de diriger comme il l'entendait un film. Sans avoir un choisi. producteur derrière qui fronce des sourcils dès qu'il essaie d'être un petit peu créatif. J'ai trouvé que ça rajoutait aussi un côté authentique, le fait justement d'avoir des acteurs uruguayens qui parlaient espagnol. Ouais, ils parlent espagnol, les Uruguayens. Oui, ouais. Ou uruguayen. Une sorte de patois. de Pour l'espagnol. pour une histoire d'un avion uruguayen qui s'est écrasé. Quoi. Mais surtout pour une. Alors je suis d'accord avec toi, mais c'est encore plus. Je pense que le maître mot du film, c'est l'immersion. Je pense qu'on a. Alors c'est une histoire qui a été alors maintes et maintes fois racontée, hein, l'histoire du Cercle des Neiges. Donc Moi, je ces crois qu'il y a au gens-là. moins 5 films déjà dessus. Bah oui, Je énormément. crois pas, il y en en a tout cas. surtout en 93, je crois, qui s'appelle Les Survivants en français. Voilà, Mais donc sinon, il il n'y a pas eu spoil. 1000 non plus. Un film dont le titre spoil. Voilà. Génial.
On adore ça. Les évadés aussi, hein, on vous embrasse. Mais c'est complètement fou ça aussi. Mais en tout cas, ouais, le cercle des neiges, donc l'immersion, parce qu'on va. Dans une émission qui s'appelle Spoiler Alert, est-ce qu'on est vraiment les mieux placés pour critiquer les titres C'est vrai. spoil? C'est vrai. Non, si on voulait vraiment spoiler, c'était Guillaume a très mauvais goût. C'est le titre de l'émission, ce serait ça. Floris, toi, t'as trouvé comment ce film? Je l'ai trouvé difficile à avoir une opinion parce que c'est à la fois extrêmement intense et prenant et en même temps un peu chiant. Ah ouais. C'est à la fois un film, parce qu'il est long, il fait 2h30. 2h20, ouais, ça. ouais, tout à fait. C'est un film dans lequel on a parfois du mal à avoir de l'empathie parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais en même temps qui est à la fois touchant et émouvant. C'est un film qui est à la fois extrêmement réaliste parce que je trouve que c'est une des marques de fabrique de Bayona de savoir nous mettre dans une immersion, comme tu disais, de tourner avec des cadres extrêmement larges, extrêmement proches des gens. On a vraiment l'impression qu'ils tournent à 3 cm des visages et je pense que c'est à peu près la réalité. Mais oui. Des focales très très courtes et en même temps un film un peu ésotérique qui n'est pas forcément le propre des films réalistes. Ce n'est pas un documentaire, c'est un film qui dit beaucoup plus que ça. Donc un film très complexe à analyser, à savoir ce que j'en avais pensé à la sortie de la projection à la maison. Je savais pas trop si j'avais aimé ou pas aimé, ce qui est forcément bon signe et ce qui veut forcément dire que c'est un bon film et que j'ai aimé. En tout cas, quand on se questionne, oui, c'est sûr. Moi, j'ai énormément aimé le film, notamment avec sa mise en scène, mais je vais passer d'abord par toi, Nono. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, c'est vraiment aussi le côté immersion et réalisme qui m'a choqué, enfin marqué dès le début. Dans une des premières émissions, tu parlais justement de ce côté, ce phénomène d'incrédulité, je crois, où tu oublies la suspension d'incrédulité, où tu oublies à un moment donné que tu es en train de regarder un film, et c'est exactement l'effet que ça m'a fait. Au bout d'un moment, tu as l'impression d'être dans l'avion avec eux. Je pense. Alors la suspension d'incrédulité, c'est souvent pour des films justement un peu fantastiques avec un gros monstre, c'est ce qui fait que tu vas y croire, que tu vas accepter l'élément qui est anormal dans un film. Pour le coup, dans un film tourné presque caméra épaule comme un documentaire, c'est pas forcément la suspension d'incrédulité qui rentre en compte, mais peut-être la sensation d'immersion et l'oubli du temps. Vas-y. Et le fait aussi, j'ai appris qu'ils avaient tourné sur le vrai lieu du crash. Non, ils ont même fait crasher l'avion avec l'équipage à l'intérieur. Ah oui, vraiment. Non, mais ils sont très réalistes. Avoir une scène de crash aussi réaliste. Elle est choquante là. Alors vraiment, je voulais en parler plus tard, mais puisque tu en parles, en effet, la scène de crash, j'ai trouvé incroyable, mais même pas que en termes de mise en scène, c'est même le sound design qui était bluffant. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter en 5.1. Je l'ai écouté en Atmos, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, c'est pas un concours de qui est-ce qui a le plus. Apparemment, si. Voilà. Apparemment. En tout cas, c'est moi qui ai la plus petite. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des connards dans cette émission. Très agréable d'entendre ces bruits de carlingues et tout, et qui petit à petit se décrochent, et le stress qui augmente petit à petit. Et vraiment, il y a une vraie angoisse. C'est une scène qui est vraiment... alors, c'est une scène pivot dans le récit, évidemment, mais c'est la scène que tu ramènes avec toi après avoir vu le film. Je trouve qu'elle est bluffante. Mais je trouve que elle est presque trop courte. En fait, j'ai perdu la notion du temps dans cette scène-là, mais c'est vrai que pour qui a vu The Impossible, et je pense être du coup le seul à l'avoir vu, The Impossible, dans ma mémoire, alors peut-être qu'effectivement, dans la mémoire, comme tu le disais il y a 2 secondes, je vais retenir que ça de ce film, et donc j'aurais l'impression que tout le film, c'était l'histoire d'un crash. En tout cas, dans The Impossible, je l'ai vu il y a peut-être 5 ans et quelques, j'ai l'impression que tout le film est comme ça, dans des scènes hyper réalistes, etc. Là, j'ai presque été déçu que ça ne dure pas plus longtemps, parce que c'est tellement bien fait que effectivement t'es pris dedans et t'as l'impression d'avoir jamais vu ça au cinéma. En fait, il y a un côté réalisme dans le truc qui est dingue, je trouve. Et ils ont pas peur de montrer aussi, montrer des gens qui se craquent et tout. Enfin, genre la réalité des choses. Moi, je trouve. Et elle intervient au bon moment du récit pour le coup, parce que il y a un côté on sait tous que l'histoire ça va être ça. Pour le coup, elle a été, comme tu le disais, maintes fois spoilée. Du coup, on sait que ça va arriver. Et moi, il y avait un côté, je savais même pas si on allait me montrer ça. Ça se trouve, le film allait commencer dans la neige, vu que les premiers plans, c'est ça. Donc, je savais pas par quoi ça allait commencer. Après, il y a un petit côté flashback, on va vous raconter, et j'étais presque en mode oh non, j'ai pas envie qu'on me raconte, j'espère que ça se termine pas par le crash. Enfin, je savais à peu près que non, mais à quel moment le crash. Et en fait, ça arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'on nous en raconte un peu, mais pas tant que ça sur ces personnages, qui est un des autres axes de ce film, je trouve, qui est que en fait, il n'y a pas vraiment de héros dans ce film. C'est clair. C'est certainement pas Dieu le héros. Non, pour moi le héros c'est le monsieur sur son âne à la fin qui va son petit bout de papier. Peut-être. Ça serait ça. Mais non, mais le héros moi je dirais que c'est l'humain au final. Enfin, c'est peut-être un petit peu cucu de dire ça, mais c'est la preuve que quand on veut on peut. Ceux qui voulaient pas mourir, ils sont pas morts. Non, mais je sais pas si vous vous êtes fait cette réflexion là, mais je trouve que ce film, ce qui rend ce film
un peu chiant dans ma conception, parce que en fait c'est pas vraiment chiant le mot, mais j'ai peut-être été un peu déçu parce que je trouve que la puissance de cette histoire vraie qui paraît, si on m'avait pas dit c'est une histoire vraie, j'aurais trouvé qu'ils allaient trop loin. Oui, c'est sûr. Sur l'avalanche qui revient, etc. Ouais, la double avalanche. La folie. C'est une surenchère de trucs où tu te dis mais c'est juste pas possible, enfin ils en font trop. Et en fait la puissance, et c'est là où ça change tout un film, parce que les frères Cohen d'époque Fargo avaient bien compris, le fait de marquer avant un film que c'est une histoire vraie, forcément ça change toute la perception des spectateurs que nous sommes dans la manière dont on perçoit cette histoire-là. Mais j'étais presque un peu déçu de ne pas pleurer assez. Ouais. Je trouve que la fin est très émouvante, on en parlera sans doute à la fin. Mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages parce qu'on me les présente tous quasiment à égale importance. Ce que je comprends en fait très bien par le nom original de ce film qui est adapté d'un livre qui s'appelle La Sociedad de la Nieve, je parle pas, absolument pas espagnol, mais que j'imagine traduire par La Société des Neiges, qui je pense est un bien meilleur titre que le Cercle des Neiges. Le cercle, moi, ça m'évoque pas grand-chose, à part une forme géométrique, alors que La Société des Neiges, je trouve que ça représente très bien ce qu'est ce film, c'est-à-dire un hommage. Le héros, c'est la société que vont recréer ces hommes avec leurs propres règles, dans un univers particulier, ce qui est très bien dit. Le médecin, le boucher aussi, qui coupe les corps sans leur dire qui c'est qui mange. Oui, tout à fait. Il y a une organisation humaine, donc finalement les héros, il y a une volonté, je pense, de ne pas créer de héros dans ce film-là, et de pas aller très loin dans l'empathie un peu niaiveuse que moi j'aurais aimé, parce que j'aime bien pleurer devant les gens que j'aime bien, quand ils décèdent notamment. Là j'ai ressenti assez peu de choses. Parce que tu les aimais pas au final. Parce que c'était tellement bien fait que je pense que le propos de ce film n'est de dire il n'y a pas de héros, et surtout bien plus que ça, ce qui est assez rare dans le cinéma, de dire que finalement les morts et les vivants c'est la même entité. Oui, et tout à fait. Et c'est d'ailleurs très bien servi par cette idée assez brillante de narration, de nous faire entendre une voix off, dont on imagine, parce qu'on a l'habitude d'entendre des voix off de gens qui sont un jour existants à la fin du film. Oui, on s'est dit c'est lui qui va écrire le livre. Exactement. Et c'est une vraie surprise dans ce film, et je trouve qu'elle sert complètement le propos, qui est de mélanger sans distinction la participation à la survie du groupe, des morts et des vivants, parce que les uns les autres sont interdépendants. Ça n'a jamais été aussi vrai, en plus, dans cette histoire vraie. Parce que sans les morts, ils s'en seraient jamais sortis. Exactement. Et parfois, voilà. Alors, je trouve aussi qu'on nous enlève ce côté émotion. Alors moi, j'ai absolument pas trouvé le film chiant. Je l'ai trouvé angoissant au possible, mais vraiment prenant. Il est éprouvant. Ouais, éprouvant, fatigant. Il est éprouvant. À la manière d'un Gravity un peu aussi, tu vois. Alors c'était pas de Bayona, mais dans le style où t'es tout le temps dans l'attente de ce qui va se passer après, parce qu'on sait qu'ils sont pas sortis de la merde, on sait que ça a duré très longtemps. Moi je pensais que c'était 40 jours, en fait c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus longtemps. En fait c'est peut-être, moi je dis pas que je pense pas qu'il faut le faire plus court en fait en réalité. C'est un film long et éprouvant, mais il y a ce côté un peu toujours, typiquement au moment où ils annoncent qu'ils arrêtent les recherches et qu'ils reviendront au printemps, tu te dis ah ouais, donc en fait comme je sais qu'ils ont survécu, ça va être encore long comme film quoi. Et après j'ai fait, et c'est je trouve un des principaux défauts de regarder les films à la maison, c'est qu'à un moment donné si tu fais un arrêt pipi et que tu mets pause, tu vois où t'en es dans le film. Oui. Et ça te flingue la narration. On a eu un arrêt pipi à la maison également, et c'est vrai que tu dis ah oui, on est pile à la moitié. Et ça si j'avais une feature à demander à Netflix, ce serait de faire en sorte que quand on met pause, ça met juste pause, ça nous indique pas dans quelle durée on est des films, parce que je trouve que c'est un élément clé de l'intrigue de savoir où on en est. Parfois on oublie le temps, et ces films-là ont la capacité, surtout celui-là, de nous faire parfois oublier le temps, parfois rappeler qu'il est long et éprouvant, mais parfois de le faire oublier. Et je trouve que ça spoil le film de savoir qu'il en reste encore les 3/4. C'est vrai. Et pour revenir sur le côté manque de pathos, en tout cas manque d'émotion, d'attachement émotionnel. Je me rends compte du ridicule de dire ça. Non, mais c'est ridicule. J'aurais aimé, parce que c'est ce qu'on aime en tant que spectateur, éprouver de l'empathie et avoir une petite larme, mais je me trouve ridicule de demander ça dans un film qui est autrement plus intelligent que ça. Justement, je trouve que c'est même pas la volonté du réal de te faire t'accrocher enfin, si t'accrocher à ces personnages, oui, mais il veut pas aller dans le pathos, et je pense que tu ne vas pas pleurer parce que la reconstitution, elle est tellement plus proche du réel, elle est limite clinique, parce que on est comme si on revenait sur une scène de crime et qu'on revoyait exactement tout ce qui s'est passé pour faire une enquête. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, parce que il y a vraiment eu tout, et ils te montrent, ils y vont sans détour. Et on a quand même ces moments, tous ces moments tragiques. D'ailleurs, tu le vois sur le générique de fin, on est d'accord qu'ils montrent des photos d'archives. Et tu vois à quel point ils ont fidèlement reconstruit. Mais bien sûr. Mais toutes les scènes, même les photos, quand ils prennent la pause, j'ai cru au début que c'était les photos du film. Bah oui, et puis même ils ont même respecté dans la reconstitution de la photo prise dans l'avion pendant qu'ils volent, le flou qu'il y a sur la personne qui pourtant est centrée et tout. Et c'était tellement intelligent. Alors ces photos, je les avais vues avant, c'est pour ça peut-être que ça m'a touché différemment, parce que pendant que je regardais, et c'est là que j'allais venir avec ma réflexion d'avant, c'est que je trouve que c'est l'hommage ultime
où on va pas les faire passer pour des héros, on va pas les faire passer pour des martyrs, on va juste raconter leur histoire et c'est à nous, c'est ce qu'ils disent à la fin, c'est à nous d'en tirer ce qu'on veut pour faire que notre vie soit meilleure. Et je trouve que c'est le plus beau des hommages et c'est peut-être ils arrivent à achever ce film va achever toutes les réussites de ce périple dans la vie réelle. Je trouve que ce film il vient mettre un point final et bravo les gars. Et moi j'ai adoré moi ça. Je sais pas quoi penser de ça. Je lis beaucoup effectivement que ce film est la reconstitution ultime, etc. Au sens film presque documentaire de vivre ce qui s'est passé là. Je trouve que dans ce film il y a une dimension beaucoup plus, j'allais dire ésotérique, mais c'est probablement pas le bon mot. Le bon mot serait métaphysique, spirituel. Au sens spirituel, métaphysique, Théologie. au sens d'une nouvelle théologie. Peut-être la métaphysique, c'est je crois la science de l'être en tant qu'être. C'est se poser les questions du sens qu'on a à notre vie. Et ce film, je trouve, a un peu les forces et les faiblesses d'une histoire vraie. Il a cette puissance-là de l'histoire vraie. Il en a peut-être dans la conception d'un scénario les faiblesses, c'est-à-dire que comme on souhaite rendre hommage, on est un peu piégé dans un hommage au sens où il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de problème en fait. Malgré le fait qu'ils doivent se manger entre eux, ce que les gens ont retenu de ce film, en fait ça ne génère que peu de problèmes entre eux. On voit l'illustration des débats, mais globalement, j'ai l'impression que ce film en fait essaye à la fois de nous relater exactement, et il y arrive très bien, j'imagine, puisque je n'y étais pas, ce qui s'est passé, et en même temps essaye de nous raconter un autre propos, c'est-à-dire la construction humaine qui permet de donner du sens à la vie, voire à la survie, et en tout cas de poser ces questions-là. Et là, je trouve qu'il est un peu heurté à la réalité de son histoire, c'est-à-dire que ce qui est un peu biaisé dans cette histoire-là, c'est que ces gens qui font société et qui vont réussir à survivre à ça, en fait, cette société ne se crée pas dans l'avion, et elle ne se crée pas à travers le film, du coup, on peut pas trop nous le montrer. On nous le montre mais que partiellement parce que ce qui est un peu piégé par rapport à d'autres crashs d'avion, c'est que ces gens se connaissent tous déjà. Donc leur société codifiée, le respect mutuel, elle est déjà établie, ce qui explique un peu qu'il y a assez peu de divergences entre eux, même si les ordres et les commandements installés vont peu à peu changer, etc. En fait, on est dans un groupe de gens, on n'est pas dans Lost où on va découvrir les gens et leur passé, faire des etc. clans et compagnie. Tous ces gens se connaissent et donc il est clair qu'ils font déjà société et qu'ils vont survivre. Et je trouve que c'est un petit peu peut-être le piège scénaristique de ce film-là, c'est d'avoir une histoire vraie et d'y être bloqué parce qu'on peut pas raconter la transformation d'individuels en un groupe. Et ça, c'est pas raconté. C'est peut-être un peu ça. Et après, j'étais content. Parce que finalement, ça met aussi l'accent sur le fait que c'était une équipe, qu'ils étaient déjà un groupe, et que c'est ce qui leur a permis de survivre. Là où si justement ça avait été que des individuels, le temps qu'ils construisent eux leur société qui regroupe, ils seraient morts. C'est ce que dit le film, c'est qu'il y a 34 crashs, je crois, dans cet endroit-là. Aucun n'a jamais survécu. Donc effectivement, je pense que c'est biaisé dès le départ parce que eux se connaissent s'ils n'avaient pas eu la possibilité de se connaître. Mais d'un point de vue de ce que tu veux raconter, parce que je pense que le vrai propos de ce film-là, il est métaphysique, il est d'aller raconter le sens de la vie. Et je le dis d'autant plus que j'ai pour une fois l'occasion de me la raconter. Je dis ça, je me raconte tout le temps. Mais je venais de finir un bouquin enfin le résumé d'un bouquin. Je lis pas des bouquins entiers. Un Cooper. C'est pour les nuls de lire en entier. Il n'y a pas d'image. Des fois, il y a des images dans les bouquins. Oui, c'est vrai. J'ai adoré le dernier Boulet Bill, perso. Je venais de finir, et pardon d'amener un point Godwin dans cette émission, mais c'est le réalisateur lui-même qui l'amène en lisant une interview en fait de Bayona. Il dit qu'il s'est inspiré pour écrire ce film de la logothérapie. Et il se trouve que je venais de découvrir ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, la logo en tant qu'agence de com, c'est créer des logos. et en fait, c'est un psychanalyste qui s'appelle Viktor Frankl, qui est contemporain de Freud, qui a vécu à l'époque de la guerre et qui s'est retrouvé à être dans les camps de concentration. Il en a fait 4, y compris Auschwitz. Et c'est lui donner un excellent sujet d'étude d'être lui-même interné dans les camps de concentration pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait la différence entre les gens qui survivaient et ceux qui ne survivaient pas. Et il en a fait une analyse qui du coup maintenant est documentée sous logothérapie, et toute la suite de sa psychanalyse va être basée là-dessus, qui est que les humains ne peuvent être heureux et s'en sortir que s'ils donnent du sens à leur vie. Et il identifie pour ça 3 critères. Le premier, c'est les objectifs qu'on se donne dans la vie. Le deuxième, c'est l'amour des moments qu'on passe ensemble au présent. Et le troisième est un peu plus surprenant, c'est la souffrance et la capacité de transformer sa souffrance en une forme sacrificielle, de savoir pourquoi on fait les choses. Et l'exemple qu'il donne dans le bouquin, ou dans le résumé, pour ceux qui n'ont lu que le résumé, c'est qu'il a quelqu'un qui vient à son cabinet et qui lui dit voilà, je suis extrêmement triste parce que ma femme est décédée, ça vaut plus le coup de vivre, j'ai plus aucun sens à ma vie parce que ma femme est décédée. Et du coup, il retourne complètement la situation en lui disant mais si c'était vous qui étiez décédé, dans quel état serait-elle? Et du coup, il dit elle serait pareil au bout de sa vie, etc. Il dit en fait, votre souffrance que vous ressentez là, c'est juste le sacrifice finalement que vous éprouvez parce que vous lui avez
épargner en fait la souffrance que vous avez vous aujourd'hui. Et du coup, ça donne un sens à sa vie. Et ce film-là, dans sa conception, et j'étais surpris parce que ça se joue vraiment à 2 jours près où je découvrais ce concept-là, de voir dans une interview de Bayona que c'était le concept qu'il avait utilisé. Et effectivement, le film est une démonstration de cette philosophie-là, qui est en opposition à d'autres psychanalystes de l'époque, et notamment Freud, qui est que le but de l'humain, ce qui amène sa résilience, c'est un de ces 3 critères qu'on va voir finalement un peu à la suite dans le film, c'est-à-dire ceux qui projettent pourquoi ils veulent s'en sortir, pourquoi ils veulent revenir. Le sacrifice au sens don de soi, qui est pour le coup mis en image à l'extrême de ce qu'on peut faire, et la notion de cette souffrance et de pourquoi, et puis avec une interrogation vraiment métaphysique à la fin. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ce film. Le moment où j'étais le plus ému, c'est cette fin où en fait on a l'impression que le sens était de survivre, mais en fait que eux ne l'ont pas vraiment trouvé, et nous demandent de donner un sens à leur histoire. Bah oui, bien sûr. Montre aussi la difficulté pour des humains qui ont vécu des difficultés telles de vraiment être convaincus du sens de la vie s'il y en a un. Il y a une scène aussi qui est très poignante après l'avalanche, justement, où il y a celui qui était coincé au-dessus de sa femme, qui explique que du coup il était dans une situation où il était impossible de sauver sa femme, et justement ça lui a appris aussi il a réussi à accepter le décès de sa femme, grâce au fait que il avait compris que fallait qu'il lui rapporte l'amour qu'elle éprouvait pour ses enfants à ses enfants, et c'est ce qui lui avait permis de survivre à lui. Il a transformé cette souffrance en amour qu'il allait décider de transmettre, et puis c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ce que tu disais sur la logothérapie, du coup ça me fait penser à ça. On va voir tous ces thèmes-là, et du coup en regardant le film, je me disais mais en fait c'est vraiment, je viens de lire un truc là-dessus, donc forcément je le vois partout, et puis j'étais hyper surpris de lire dans, je crois, Télérama, une interview de Bayona qui disait que c'était inspiré de ça, et de concepts que j'ignorais totalement, mais du coup je trouve que c'en est une bonne démonstration. Et avec toutes ces interrogations-là, c'est pour ça que je trouve que, pour revenir à notre débat d'avant, ce film dépasse largement l'écho synthétique qui en est fait, qui est des gens qui se mangent et une reconstitution parfaite documentaire. Pour moi, ce n'est pas du tout un film documentaire, c'est un film qui cherche aussi, en plus du documentaire et du réalisme, à se faire poser des questions sans forcément apporter les réponses, et partager aussi la souffrance de ces gens qu'on peut partager à la fin du film. Ce n'est peut-être pas la souffrance qu'ils ont vécue pendant ces 2 mois et quelques de souffrance atroce physique, mais peut-être la souffrance qu'ils ont eu tout le reste de leur vie sauvée, pour retrouver le sens de quelque chose. Justement, pour finir avec une anecdote, peut-être on était en train de regarder le film avec ma chérie, et le film n'était pas terminé, mais on était sur la séquence de sauvetage. Et naturellement, spontanément, alors qu'elle ne parle pas beaucoup dans les films, mais elle a dit mais comment ils ont vécu avec ça après. Et je pense que c'est exactement la question qu'ils nous posent eux-mêmes à la fin, quoi. C'est comment on vit après ça et qu'est-ce qu'on en retire et tout. Et j'ai trouvé que cette phrase spontanée, elle résumait bien une partie de la morale du film et des réflexions qui doivent en découler. Je sais pas si les dernières phrases du film sont issues du livre duquel il s'est inspiré. Je pense que c'est le cas, mais en tout cas j'ai trouvé ça très court mais brillamment écrit, et capable de finalement peut-être le peu d'émotions qui manquaient au film. En tout cas elles sont bizarres, les émotions. En fait, on est tellement on vit l'épreuve avec eux qu'on a du mal à avoir de l'empathie, d'autant plus qu'on sait humainement qu'il ne faut pas trop s'attacher aux gens. C'est con, mais c'est comme ça. Et je pense vraiment le soin est donné à finalement ne pas mettre en valeur quelqu'un plutôt qu'un autre. Vraiment, il y a tout. Alors, il y a quelques exceptions, mais globalement, tous les rôles sont importants dans cette histoire-là. Tout autant les cousins dont on voit pas, qui ne disent pas grand-chose, mais qui vont aller faire le sale travail, etc. Tout le monde est important. Et puis à la fin, on essaye de donner un peu du sens, mais j'ai trouvé ça très chouette. Et vraiment, moi, le moment émotion que j'ai eu, pas une petite larme, mais quand même l'émotion qui est montée, c'est quand ils se font passer le mot de Nouma, je crois qu'il s'appelle, quand il est décédé, et qui a marqué qu'est-ce qui est de plus beau, quelle plus belle preuve d'amitié que de donner sa vie pour ses amis, une phrase comme ça. Et on retrouve le sens sacrificiel, finalement, et on ne sait plus qui sont les héros dans cette histoire. En fait, il avait compris son rôle à ce moment-là, et il avait accepté aussi son rôle, parce que je pense qu'il avait compris bien avant, et il l'a accepté. En fait, il y a plein de phases de deuil qui s'enchevêtrent dans ce film, c'est vraiment, vraiment brillant. Enfin bref, on va pas non plus épiloguer, ça fait un petit moment qu'on en parle. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est, en tout cas, pour élargir un tout petit peu sur Bayona et peut-être la suite de sa carrière, je trouve que c'est une ouverture de ce qu'il a fait, parce qu'au départ je me suis un peu interrogé de pourquoi a-t-il choisi cette histoire, puisque c'est quelqu'un qui a l'immense talent de réalisation, de savoir reconstituer des choses. Pour avoir vu The Impossible, où ça paraît impossible en termes de réalisation à donner ce réalisme-là, et je me dis finalement celui-là est beaucoup plus simple. Il y a la scène incroyable du crash d'avion, mais qui est très courte, et puis le reste du film est peut-être plus facile quand on sait réaliser des choses très complexes de catastrophes. Pourquoi a-t-il choisi cette histoire-là? Mais je la comprends maintenant, dans le sens où il cherche à mettre à profit quelque chose qu'il a acquis comme compétence en tant que réalisateur brillant de reconstitution, pour dire des choses, pour aller plus loin dans un propos, et pas seulement faire des films de reconstitution. Et du coup, ça te ferait quelle note sur 5, Floris? Je pense un bon 4 sur 5.
Et Nono. Moi, j'allais mettre 5 sur 5, mais je mettrais 4,5 sur 5 parce qu'il est absolument impossible qu'il y ait eu autant de clopes dans cet avion. Oui, Il alors ça, passe le film avec la clope au bec Pour moi, pendant 3 mois. C'était pas une équipe de rugby, c'était des trafiquants. oui, de oui, clopes. c'est ça. Normalement, ils ont été récupérés par les douaniers après leur sauvetage et ils sont encore Et en on les prison a à l'heure jamais revus. actuelle. Malheureusement, en effet, ils avaient beaucoup trop de clopes. Oui, c'était une époque où apparemment c'est aussi une des surprises, on pouvait fumer dans l'avion. Donc... Ah oui, c'est vrai, exactement. Mais du coup, j'ai pas retenu ta note. 4,5 du coup. 4,5 et j'ai donné exactement la même note. Bah, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus si peut-être un plan que Spielberg aurait fait, un plan qu'un encore plus grand réalisateur aurait fait qui aurait transcendé son propos rien que par l'image et pas que par ce qui est dit, par le fameux show don't tell. Je pense qu'il est à ça d'être aussi proche de Alfonso Cuarón, de Spielberg, de Guillermo del Toro, mais il va falloir encore un peu bûcher pour avoir un 5 sur 5, mais je suis vraiment Ce serait tatillon. étudié parce que je suis sûr que c'est brillant à plein de plans qu'on n'a pas le temps de regarder. Moi, pour le coup, j'ai oublié la réal à plein de moments. Il y a juste des fois des angles tellement grands que je me dis, mais attends, mais il est en train de rentrer dans le mec tellement Oui, mais il est c'est proche. ça, mais il y a du... Il y a vraiment, je pense, une infinité d'idées et les plans larges aussi sont magnifiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Bien sûr, mais je trouve qu'il n'y a pas le truc. Enfin, je sais pas, il m'a manqué un tout petit truc pour. Moi que aussi, ce il m'a soit un manqué film. quelque chose, je sais pas Ouais. quoi, mais je trouve que c'est. Enfin, on en parlait avec Nono avant l'émission. C'est facile de dire le film le plus intéressant de l'année quand on est. Quand on est le 9 5 janvier ou janvier, 9, ouais, mais, voilà, mais ouais. effectivement, c'est vraiment très intéressant. Ça pose plein de questions sans apporter les réponses. Donc, il peut en refaire un avec les mêmes sujets. Du En coup. tout cas, ouais, voilà. En tout cas, je pense qu'on peut vous le recommander. En tout cas, si Mhm. vous nous regardez, c'est peut-être que vous l'avez déjà vu ou vous voulez peut-être vous faire un avis. En tout cas, voilà, vous avez le nôtre. Nous, on se retrouve la prochaine fois, peut-être avec un film qu'on a vu sur Netflix, peut-être pas. Qui sait? À très très bientôt. Ciao.